Chapitre 9, théorème limite et approximation de variables aléatoires. Alors, ce chapitre, ou en tout cas certaines parties de ce chapitre, sont les plus théoriques et en quelque sorte les plus difficiles à comprendre de ce cours de probabilité statistique. Mais malgré tout, il faut s'accrocher pour comprendre ces notions-là, puisque en fait, c'est elles qui vont nous permettre de comprendre, de justifier ce qu'on va faire par la suite. Alors quand je dis par la suite, c'est à la fois à la fin de ce chapitre-là, et puis dans le chapitre suivant. Alors au niveau des objectifs de ce chapitre, donc il faudra connaître l'existence de plusieurs notions de convergence de variables aléatoires, connaître et savoir utiliser les inégalités de Markov et de Bien-Aimé-Tchebychev, connaître la loi faible des grands nombres et le théorème central limite, connaître les différentes approximations de loi et leurs conditions, et enfin être capable de faire une correction de continuité. Alors commençons avec les notions de convergence des variables aléatoires, qui est une des parties un peu difficiles de ce chapitre. Alors, les variables aléatoires, on a dit dans le chapitre 4, ce sont des fonctions qui sont définies sur l'univers d'une expérience aléatoire, et à valeur dans R. Rappelez-vous, je prends chacun des résultats de mon expérience et je lui associe un nombre réel. Alors, on peut très bien concevoir une suite d'épreuves aléatoires, donc plein d'expériences aléatoires avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire tous les résultats. Donc, pour chaque expérience, je vais avoir un univers, disons oméga n, et puis, je vais pouvoir, à chacune de ces expériences, associer une variable aléatoire que je vais noter grand Xn. Alors, je me retrouve avec plein, même une infinité de variables aléatoires, et donc je peux me demander, qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini ? C'est-à-dire quel est le comportement limite de ces variables aléatoires lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, la notion de limite, vous l'avez vu il y a déjà un certain temps, mais vous en avez parlé uniquement dans le cadre soit des suites de réels, donc j'ai un, une suite de nombres réels, et puis je regarde la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de un, ou vous l'avez vu aussi dans le cas des fonctions, mais en regardant la limite par exemple de f de x lorsque x tend vers 2, 3, l'infini, 0, etc. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder la limite de une suite de fonctions. C'est-à-dire, j'ai plein de fonctions, et je veux regarder la limite lorsque n tend vers plus l'infini, par exemple, de fn de x. Donc forcément, ma limite, ça va être une nouvelle fonction. Alors, vous n'avez pas vu la théorie entourant les suites de fonctions, mais dans ce cas-là, on a plusieurs notions de convergence des suites de fonctions, à la fois parce que je peux prendre des normes, des distances, si vous voulez, différentes, donc qui vont me donner des résultats différents, et aussi parce que je peux regarder différentes choses. Je peux regarder, par exemple, point par point, x par x, ce qui se passe. Ou bien je peux regarder, je sais pas moi, le max. Est-ce que je vais avoir le même max ? Il y a plein de façons de définir la convergence des fonctions. Et bien pour les variables aléatoires, comme ce sont des fonctions, c'est la même chose. Et là, comme on est dans un cadre en plus de probabilité, on va encore avoir d'autres possibilités par rapport aux suites de fonctions tout court. Donc, il existe plusieurs notions de convergence. Nous, on va en voir deux. La première, alors avant, j'ai besoin de quelques notations. Donc, j'ai ma suite de variables aléatoires xn, à chacun des xn, je vais associer sa fonction de répartition et je vais l'appeler grand Fn. J'ai les mêmes indices. Donc ça veut dire que grand Fn de t, ça va être la probabilité
que xn soit plus petit ou égal à t. Et puis, je vais prendre grand X, une autre variable aléatoire, et je vais noter grand F, sa fonction de répartition. Donc j'ai f de t qui est probabilité de x plus petit ou égal à t. D'accord? Donc ça, c'est une notation de base. Alors la première notion de convergence, c'est ce qu'on appelle la convergence en loi. Alors, on va dire que notre suite de variables aléatoires grand xn converge en loi vers une variable aléatoire grand x si et seulement si, eh bien, j'ai la limite de fn de x qui est égale à f de x, lorsque n tend vers plus l'infini, et ça pour tous les x pour lesquels grand F est continu. Hein, donc f est continu en x. Alors, là, en fait, on regarde vraiment point par point, et donc la notion de limite qu'on a ici, bah, c'est la limite comme vous l'avez faite, hein, enfin, c'est la limite d'une suite de nombres. Hein. Et ça, on le fait donc pour tous les x pour lesquels f est continu. Alors, si je veux me représenter un petit peu les choses, ça veut dire que d'un point de vue des probabilités, en fait, j'ai la probabilité de chacune des valeurs qui va être la même. Hein, alors fn c'est p de x plus petit ou égal à, mais si je suis par exemple dans un cas discret, bon bah on sait bien que comme je fais juste la somme de certaines valeurs, ça veut dire que chaque valeur x va avoir la même probabilité, en tout cas la limite, hein, j'aurai la probabilité de la valeur qui correspond. Bon, si on est en continu, ça veut dire que peu importe quel petit intervalle je prends, toutes mes probabilités auront pour limite la probabilité correspondant à f, à x plutôt. Et puis, si je veux le voir d'une façon un peu graphique, si je fais la représentation graphique de mes fonctions de répartition, ça veut dire que au bout d'un certain rang, au bout d'un certain n, bah, quand je vais faire le dessin, j'arriverai plus à différencier mon fn et mon f. Et puis, vous pouvez zoomer autant que vous voulez, de toute façon, il y aura toujours un n à partir duquel on ne pourra pas faire la différence quand on fait le dessin. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire. Alors la convergence en loi, on va noter xn tend vers x, et puis on met un L au-dessus de la petite flèche pour dire que c'est une convergence en loi. La deuxième notion de convergence, c'est la convergence en probabilité. Alors, la convergence en loi est une notion de convergence relativement faible, hein, c'est-à-dire que elle va pas avoir beaucoup d'impact, et puis finalement, on pourra pas en déduire énormément de choses. La convergence en probabilité est un petit peu plus forte que la convergence en loi. Alors, convergence en probabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, la limite de, alors la valeur absolue de xn moins x, plus grande que epsilon, eh bien en probabilité, ça vaut 0. Ou, si je prends le contraire, au lieu de regarder plus grand ou égal à epsilon, je prends plus petit qu'epsilon, du coup j'ai la probabilité qui vaut 1. Alors remarquons que ça, eh bien ça revient à dire que xn, il est compris entre x plus epsilon et x moins epsilon. Et donc, la probabilité là qui vaut 1 me dit que, alors, attention, hein, c'est toujours limite quand n tend vers plus l'infini, mais quand je prends un n très très grand, eh bien je serai sûr, quasiment sûr, puisque j'ai une probabilité 1, que xn sera compris entre x moins epsilon et x plus epsilon. Je peux aussi le dire en disant que bah, peu importe l'écart epsilon que je prends, que je fixe, lorsque n devient très grand, il est de moins en moins probable d'observer un écart plus grand que epsilon entre xn et x. Alors, il faut arriver à sentir un petit peu les choses, mais vous voyez bien, quoi, on va être
vraiment autour de x, de la limite. On va éventuellement bouger un petit peu autour, osciller un petit peu autour, mais on va rester dans une espèce de tube autour de ce x. Alors, au niveau des notations, on note xn flèche x, et cette fois, on met un p pour dire que c'est convergence en probabilité. Alors, je vous ai dit, la convergence en loi, c'est une convergence plutôt faible, la convergence en probabilité, c'est une convergence plus forte. Eh bien, il se trouve que si j'ai convergence en probabilité, alors forcément j'ai la convergence en loi. Par contre, le contraire est faux. Je peux avoir convergence en loi sans avoir convergence en probabilité. Bon, j'en dis pas plus pour le moment sur ces notions de convergence. Gardez-les en tête, on va en avoir besoin un peu plus tard. Je vais maintenant vous donner deux inégalités. Alors, on va voir, ce sont des inégalités assez simples qui demandent de connaître assez peu de choses sur nos variables aléatoires, mais qui du coup ne sont pas forcément très intéressantes puisqu'elles vont rester très générales puisqu'on va utiliser peu d'informations. Alors la première inégalité qui va nous intéresser, c'est l'inégalité dite de Markov. Alors on prend une variable aléatoire grand X, attention à valeur positive. Si elle n'est pas à valeur positive, ce que je vais raconter est faux. Je sais alors que pour n'importe quel réel A strictement positif, eh bien la probabilité que X soit plus grand ou égal à A, c'est plus petit ou égal à l'espérance de X divisé par A. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas eu besoin de supposer quoi que ce soit sur la loi de probabilité de grand X. Je peux ne pas connaître la loi de probabilité de grand X, je pourrais quand même appliquer cette inégalité de Markov. Tout ce que j'ai besoin de connaître sur X, c'est 1. Quelle est la valeur positive et 2. Son espérance. Avec uniquement ces deux informations-là, j'arrive à avoir cette inégalité de Markov. Donc vous, vous doutez bien que forcément elle ne va pas être très précise, vu que j'ai quand même peu d'informations. Alors avant de voir un exemple, regardons pourquoi est-ce que ça c'est vrai. Alors, il faut séparer le cas discret du cas continu. Commençons par le cas discret. Vous voyez qu'ici, on s'intéresse au x plus grand ou égal à a. Donc, il va falloir séparer les x plus grands que a et les x plus petits que a. Donc, je vais définir grand I l'ensemble de tous les indices i tels que xi va être plus petit strictement que a. Et puis, je vais définir de la même façon, grand J, ça va être l'ensemble de tous les indices, tels que xi est plus grand ou égal à a. Donc quand je prends le tout, eh bien j'ai bien tous les indices de tous les xi. Maintenant, si je calcule l'espérance de x, alors l'espérance de x, eh bien dans le cas discret, c'est la somme pour tous les i des xi fois p de x égale xi. Maintenant, eh bien, je vais utiliser ma séparation là entre plus petit que a et plus grand que a. Donc ça revient à faire la somme des i appartenant à grand I de xi p de x égale xi, plus la somme pour les i appartenant à j des xi p de x égale xi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement dire, au lieu de faire ma somme tout d'un coup, je la sépare, je prends d'un côté les xi plus petits que a, de l'autre les xi plus grands que a. Et maintenant je regarde. Lorsque i appartient à grand I, xi est plus petit que a, et même plus que ça, xi, je sais qu'il est positif, puisqu'on a dit que grand X était une variable aléatoire à valeur positive. Donc, ça veut dire que, eh bien, toute ma somme est plus grande que 0, puisque les xi sont plus grands que 0, les probabilités sont plus grandes que 0, donc je fais une somme de trucs positifs, donc le tout est positif. Pour ma deuxième somme, alors, ici, je sais que mes xi sont tous plus grands que a.
Donc, ça veut dire que chacun des xi, p de x égale xi, sont plus grands que a fois p de x égale xi. Donc, tout ça, c'est plus grand que la somme, pour i appartenant à j, des a fois p de x égale xi. Et puis, mon a, c'est une constante, donc je peux le sortir de ma somme. Et maintenant, dans ma somme, j'ai quoi? En fait, j'ai la somme de toutes les probabilités des x, pour les x plus grands ou égaux à A. Donc, en fait, ma somme qui est ici, c'est quoi? C'est P de x plus grand ou égal à A. Hein, je les ai tous ici. Il n'y en a pas des plus grands de A qui sont ailleurs. Hein. Donc, si je remets tout ensemble, je viens de montrer que E de x, c'est plus grand ou égal à 0 plus A, P de x plus grand ou égal à A. Bon, le 0, j'aurais pu ne pas le mettre. Et vous voyez que comme A est un nombre strictement positif, j'ai donc E de x divisé par A, qui est plus grand ou égal à P de x plus grand ou égal à A. Ce qui est bien la même inégalité qu'on a au-dessus, elle est juste écrite dans l'autre sens. Dans le cas continu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est même presque plus simple. Dans le cas continu, E de x, c'est quoi? Alors on sait que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois f de x dx. Bon. On a dit grand X est une variable aléatoire à valeur positive. Donc ça veut dire que f de x en fait vaut 0 lorsque x est négatif. Donc au lieu de prendre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, en fait je peux prendre l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx. Et puis maintenant, vous voyez que pour avoir l'inégalité de Markov, il faut que je considère les éléments plus grands que A et plus petits que A. Donc, je vais avoir quoi? Je vais utiliser la relation de Chasles pour découper mon intégrale. Donc j'ai l'intégrale de 0 à A de x f de x dx plus l'intégrale de A à plus l'infini de x f de x dx. Pour la partie de 0 à A, eh bien ici, j'ai x qui est positif et j'ai f de x qui est positif. Forcément, f c'est une densité de probabilité, donc forcément c'est positif. Donc tout ça est positif, et donc par positivité de l'intégrale, toute mon intégrale est positive. Pour ma deuxième inégalité, eh bien ici, vous voyez que A est forcément plus grand que A. Donc ça, comme f est une densité de probabilité, donc f est positif, c'est donc plus grand que A fois f de x. Ça veut dire que toute mon intégrale ici est plus grande que A fois l'intégrale de A à plus l'infini de f de x dx, puisque A est une constante. Oui, mais l'intégrale de A à plus l'infini de f de x dx, par définition, c'est la probabilité de x plus grand ou égal à A. Alors, plus grand ou égal, strictement plus grand, comme on est dans un cas continu, c'est la même chose. Et donc, je retrouve comme tout à l'heure, E de x, qui est donc plus grand que 0 plus A fois P de x plus grand ou égal à A. Et j'ai la même fin que tout à l'heure. Alors, faisons un exemple, justement. Donc, je vous ai rappelé la formule, l'inégalité. Alors, on suppose que le nombre de pièces sortant d'une usine donnée en l'espace d'une semaine est une variable aléatoire d'espérance 50. Donc, nombre de pièces, ça c'est bien quelque chose de positif. On note grand X, la variable aléatoire, qui compte le nombre de pièces produites en une semaine, donc ça veut dire que j'ai une variable aléatoire
à valeur positive dont je connais l'espérance. Question, est-ce qu'on peut estimer la probabilité que la production de la semaine prochaine dépasse 75 pièces? Alors, si je calcule P de X plus grand ou égal à 75, je redis, comme ma variable aléatoire est à valeur positive, je peux appliquer l'inégalité de Markov, et donc, ça c'est plus petit ou égal à l'espérance de X, mais on a dit qu'ici c'était 50, divisé par 75, hein, c'est le A qui nous intéresse. Donc on peut faire les calculs, on trouve que ça vaut 2 tiers. Attention, si j'avais voulu prendre P de X strictement plus grand que 75, hein, si j'avais compris, le dépasse 75 en étant strictement plus grand, faites bien attention, je suis dans un cas discret. Dans un cas discret, plus grand ou égal ou strictement plus grand, c'est pas la même chose. Donc dans ce cas-là, il aurait fallu prendre P de X plus grand ou égal à 76, et donc quand j'applique l'inégalité de Markov, c'est donc plus petit ou égal à E de X sur 76, hein, et pas 75. Donc on fait bien attention à ça. Si on est dans le cas continu, plus grand ou égal, plus grand, strictement, c'est pareil. Dans le cas discret, ce n'est pas du tout la même chose. Bien. Inégalité suivante, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Alors, je prends cette fois x une variable aléatoire d'espérance m et d'écart type sigma. Donc vous voyez, cette fois, je ne suppose pas que grand X est à valeur positive. Par contre, il faut que je connaisse son espérance et son écart type. Ça veut dire que je connais quand même un tout petit peu plus d'informations que l'inégalité de Markov, donc elle va être un petit peu plus précise, mais juste un peu, hein, parce qu'à nouveau, je connais quand même pas tant de choses que ça. Alors, eh bien pour tout réel t strictement positif, la probabilité que x soit compris entre m moins t sigma et m plus t sigma, c'est plus grand ou égal à 1 moins 1 sur t carré. Alors, vous voyez qu'on n'est plus dans le même cas que l'inégalité de Markov. Hein, l'inégalité de Markov, c'était P de X plus grand qu'une certaine valeur. Là, on est sur du P de X compris entre deux valeurs, et deux valeurs qui sont centrées sur M. Alors, cette inégalité, on peut aussi l'écrire, eh bien, soit en disant que la probabilité de valeur absolue de X moins M est plus grand ou égal à T sigma, eh bien cette probabilité est plus petite que 1 sur T carré, ou bien on peut le voir en plus grand que T, c'est du coup plus petit que sigma sur T carré. Hein, ce sont des écritures équivalentes. Bon, on pourrait en prendre encore d'autres de façon assez simple, hein, on peut passer des unes aux autres. Alors, pour appliquer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, ça veut dire qu'il va falloir se ramener à ce type d'écriture-là. Par exemple, je reprends mon exemple précédent. Donc j'ai toujours mon nombre de pièces sortant d'une usine donné en l'espace d'une semaine, qui est une variable aléatoire d'espérance 50. Et maintenant, je sais en plus que la variance de la production hebdomadaire, c'est 25. Donc j'ai encore une fois un grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de pièces produits en une semaine. Et cette fois, je veux estimer la probabilité que la production de la semaine à venir soit comprise entre 40 et 60. Alors là, c'est un exemple d'application de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc on sait qu'on va pouvoir se ramener à cette inégalité-là. De la même façon, à chaque fois que je vais vous poser une question de ce type-là, si on ne peut pas s'y ramener, on ne va pas savoir faire. Donc ici, je veux calculer P de X compris entre 40 et 60. Alors à nouveau, hein, si on est dans le cas discret comme c'est le cas ici, si j'avais mis des stricts, je ne saurais pas faire. Hein. Il faudrait se ramener à des inégalités avec l'égalité.
Bon, pour pouvoir appliquer mon inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il va falloir que j'écrive ça sous la forme m moins t sigma et m plus t sigma. Donc, m, c'est mon espérance, c'est 50. Sigma, alors attention, on nous donne ici la variance. Donc sigma, c'est racine carrée de 25. Et maintenant, il faut que je trouve mon t. Donc 50 moins combien fois racine de 25, c'est-à-dire fois 5 qui fait 40, et bien 2. Hein, quand je fais 50 moins 2 fois racine de 25, j'ai bien 40. Et quand je fais 50 plus 2 fois racine de 25, j'obtiens bien 60. Donc j'ai bien mon égalité. Et là, je peux appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Ça, je sais que c'est plus grand ou égal à 1 moins 1 sur 2 au carré, 1 moins 1 quart, ce qui me donne 3 quarts. Alors, une remarque, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle est importante d'un point de vue théorique, surtout pour les problèmes de convergence des variables aléatoires. On le verra juste après, elle va nous permettre de démontrer certaines choses. Par contre, dans la pratique, les inégalités qu'elle nous donne sont quasiment inutiles, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Eh bien, si je prends par exemple l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour t égale 2 et t égale 3. Hein, donc, comme on l'a vu précédemment, peu importe ce que valent m et sigma, peu importe ce que vaut grand X, de toute façon, on a la même inégalité dans tous les cas. Hein, donc forcément, vous doutez bien que ça ne peut pas être précis, vu que voilà, c'est que ce soit discret ou continu, peu importe les espérances, peu importe les variances, on obtient les mêmes inégalités. Et bien justement, si je regarde le cas qu'on connaît, d'une loi normale, du coup d'une loi normale de paramètres m et sigma, d'ailleurs sigma carré, les valeurs exactes, probabilité pour t égale 2, eh bien on sait que c'est 0,95, et probabilité pour t égale 3, c'est 0,9973. Alors, oui, 0,95, c'est bien plus grand que 3 quarts. Mais 3 quarts, c'est 0,75. Donc vous voyez qu'il y a un très gros espace, beaucoup de place là entre le 0,75 et le 0,95. De la même façon, oui, le 0,9973 est plus grand que 8 neuvièmes. Mais à nouveau, on en est quand même très éloigné. Donc oui, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est juste, simplement, elle nous donne une inégalité qui est quand même très très large, et donc il y a assez peu d'intérêt dans la pratique. Hein, donc on ne peut pas utiliser ça pour avoir des informations précises sur notre variable aléatoire. Mais en même temps, je redis, c'est normal, compte tenu du fait que on connaît quasiment rien sur nos variables aléatoires. Hein, on ne peut pas avoir quelque chose de précis. Bon, voilà pour nos deux inégalités. Passons à des hauts grands théorèmes. Alors, on va voir les deux plus connus théorèmes limites en ce qui concerne les probabilités. Commençons par la loi faible des grands nombres. Alors, la loi faible des grands nombres, en fait, c'est la formulation rigoureuse des faits intuitifs suivants. Premier exemple, si on lance un grand nombre de fois une pièce équilibrée en l'air, en moyenne, on aura 50% de piles et 50% de faces. Hein, puisque à chaque lancer, j'ai une chance sur 2 d'avoir des piles, une chance sur 2 d'avoir des faces, et donc si je répète plein de fois, j'aurai une moitié de piles, une moitié de faces. Le deuxième exemple classique, si je lance un grand nombre de fois un dé à 6 faces non pipé, bien équilibré en l'air, en moyenne, j'aurai un sixième des faces qui seront par exemple des 4. Chaque face a une chance sur 6 de sortir à chaque fois, et quand je répète suffisamment, j'aurai un sixième de 1, un sixième de 2, etc. etc. Alors,
voyons ce théorème, donc cette loi faible des grands nombres. Alors, on prend une suite de variables aléatoires réelles xn, alors on les prend indépendantes, hein. C'est toujours le même principe, si on ne prend pas indépendant, on ne saura rien faire. On les prend toutes définies sur le même espace de probabilité, donc tant qu'à faire, on prend la même expérience, hein, c'est encore plus simple, mais en tout cas, il faut qu'elles soient définies sur le même espace de probabilité, qu'elles aient toutes la même loi, toute la même espérance, toute la même écart-type. Toutes le même écart-type, pardon. Donc, espérance, je vais la noter M, et écart-type, je vais le noter sigma. Eh bien, ma loi faible des grands nombres, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que pour tout epsilon positif, la probabilité que... Alors, vous voyez, on fait la somme des xi, et je divise par n. Donc en fait, je suis en train de prendre la moyenne de mes xi. Eh bien, quand je fais la moyenne des xi moins l'espérance, en valeur absolue, plus grand qu'un certain epsilon, eh bien la probabilité est plus petite que sigma carré sur n epsilon carré. Alors, d'où est-ce que ça vient ce truc-là? Ben, en fait, c'est très simple. C'est une application de l'inégalité. Ah, rappelez-vous, on en a vu que deux, il n'y en a qu'une qui ressemblait à ça. C'est bien-aimé Tchebychev. Donc on applique l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Et qu'est-ce qu'on sait? Alors là on n'a pas tout à fait l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, mais pas loin. Pourquoi? Eh bien, dans l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, c'était pas là cette moyenne qu'on avait dans la formule, mais on avait P de x plus petit que m, hein, si on prend la deuxième remarque. Donc, il me faut calculer l'espérance de x1 plus xn sur n. Alors ça, on sait le faire, hein, c'est pas un problème, puisque je vais sortir le n, je vais avoir 1 sur n, espérance de x1 plus, etc. Et puis on sait que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, donc on va avoir 1 sur n, facteur de e de x1 plus e de x2 plus jusqu'à e de xn, sauf qu'on a dit c'est m à chaque fois, donc je vais avoir n fois m divisé par n, j'aurai m en tout. Donc j'ai bien probabilité de mon x moins son espérance. Et puis, quelle est la variance de x1 plus xn sur n? Bon, on sait qu'on a 1 sur n carré fois la variance de x1 plus, etc., plus xn. Maintenant, variance de la somme, comme on a pris des variables aléatoires qui sont indépendantes, c'est donc la somme des variances. Pas E, c'est X, pardon. Chacun a pour variance sigma carré. Donc on a 1 sur n carré fois n sigma carré, c'est-à-dire sigma carré sur n. Et donc quand j'applique, je redis, c'était la troisième formule, la deuxième de la remarque de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, je tombe exactement sur la formule que vous avez ici. Alors, on peut aussi, on peut en déduire, hein, si je prends la limite lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, mon terme qui est ici, quelle est la limite? Sigma carré c'est un nombre, epsilon carré c'est un nombre, et donc il me reste limite de 1 sur n, hein, lorsque n tend vers l'infini, c'est 0. Donc la limite de ma probabilité, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors ce théorème, on peut aussi l'écrire en disant que, ma variable aléatoire, la moyenne,
tend en probabilité vers, alors j'ai mis espérance du X1, bon, elles ont toutes la même espérance, vers l'espérance de chacune. Donc ça veut dire, en fait, que la moyenne arithmétique, ce qu'on appelle aussi la moyenne empirique, celle en général qui vient de l'expérience, converge vers la moyenne probabiliste, c'est-à-dire l'espérance probabiliste. Donc la moyenne qu'on obtient par l'expérience correspond bien à l'espérance théorique correspondant à la loi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce qu'on constate, là les faits intuitifs dont on parlait, c'est ça. C'est la moyenne, quand je fais plein de répétitions, qui correspond à l'espérance, qui correspond à la loi qu'on veut. Alors, juste en remarque, petit corollaire, le théorème de Bernoulli. Alors le théorème de Bernoulli, il nous dit la chose suivante: si je prends une suite de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètres P, d'accord? Donc cette fois, je connais la loi, c'est une loi de Bernoulli, dans le théorème dans la loi faible des grands nombres, je ne sais pas. Là, je sais que c'est une loi de Bernoulli. Eh bien, j'ai le même genre d'inégalité qu'on avait tout à l'heure, simplement, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement remplacé la loi de Bernoulli. On connaît l'espérance, on connaît la variance. Et puis, à vrai dire, si on prend x1 plus xn, on va se ramener à une loi binomiale. Pareil, on connaît l'espérance et la variance, on sait faire, donc on obtient cette formule-là. Bon, il se trouve, il y a un tout petit point en plus. Normalement, j'aurais pu dire ça. Normalement, si j'applique vraiment l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev avec les formules de l'espérance et de la variance de la loi binomiale, par exemple, je vais obtenir P1 moins P divisé par n epsilon carré. Simplement, il se trouve que P1 moins P, ce sera toujours plus petit que 1 sur 4, et donc on obtient l'inégalité du théorème de Bernoulli. Bon, c'est en fait exactement ce résultat-là, c'est le théorème de Bernoulli qui formalise le résultat intuitif qu'on a donné au début. Alors, quand on prend lancer D ou lancer de pièce, c'est exactement de la loi de Bernoulli, donc on est dans ce cas bien particulier. Alors, en fait, le théorème de Bernoulli, c'est un cas particulier de la loi faible des grands nombres. Simplement, il a son nom, et puis on le voit en tant que tel. Pourquoi? Tout simplement parce que ce théorème a été énoncé et démontré d'ailleurs avant la loi faible des grands nombres. Ce qui se passe, c'est que Bernoulli, lorsqu'il a énoncé son théorème et lorsqu'il l'a démontré, l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev n'existait pas, elle n'était pas encore connue, donc il ne pouvait pas démontrer comme on a démontré la loi faible des grands nombres. Et donc, lui, il a démontré son théorème, et pour le démontrer, du coup, il a dû utiliser des moyens très ingénieux pour arriver à démontrer ce qu'il voulait, et des moyens très ingénieux qui ne s'appliquent pas dans le cadre général. D'accord? Donc, voilà. Mais on est bien d'accord, c'est le même théorème pris dans un cas particulier. Bon. Passons au théorème suivant, le théorème dit centrale limite. Alors, le théorème centrale limite, il concerne le comportement asymptotique, donc à l'infini, de la somme de n variables aléatoires indépendantes. D'accord? Donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la somme de n variables aléatoires indépendantes. Alors, il y a plein d'énoncés différents qui existent de ce théorème centrale limite. Alors, souvent, on l'appelle le TCL. Des énoncés qui vont être parfois un petit peu différents, notamment au niveau des conditions qu'on va utiliser, mais tous ces énoncés reviennent à peu près à la même chose. Et puis donc, on va avoir des conditions suffisantes de convergence vers la loi normale qui joue un rôle très important.
Alors, je vais noter dans la suite, je vais assez peu l'utiliser, mais je vais quand même l'utiliser au moins une fois, grand pi, la fonction de répartition de la loi de Laplace-Gauss, hein, la loi normale centrée réduite. Donc on sait que grand pi est définie sur R, elle est continue sur R, et sa formule, bon bah c'est la fameuse racine, enfin plutôt intégrale de moins l'infini à x, de 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins t2 sur 2 dt, qu'on ne sait pas calculer. Hein, on l'a dit dans le chapitre 7, on ne sait pas calculer cette intégrale-là. Alors, que nous dit le théorème central limite? On prend une suite xn de variables aléatoires indépendantes, toutes de même loi, de même espérance. Alors on va noter m cette espérance, et toutes de même variance. On va noter sigma carré cette variance. Eh bien, la somme Sn, donc x1 plus x2 plus x3 jusqu'à plus xn, admet une espérance mathématique, alors laquelle? Eh bien, à nouveau, on sait que la somme, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, donc j'ai e de x1 plus jusqu'à plus e de xn, sauf que bah, j'ai m plus jusqu'à plus m, et en tout, j'ai quoi? Bah, j'ai n fois m. Et puis, pour l'écart type, même principe, alors l'écart type, ça va être la racine carrée de la variance de x1 plus jusqu'à plus xn. Je vais donc avoir la racine carrée de, eh bien, comme mes variables aléatoires sont indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et puis, je sais que toutes ces variances, ce sont des sigma carrés. Donc, je vais avoir racine de, eh bien, n fois sigma carré. Et donc, j'ai sigma racine de n. La variable aléatoire centrée réduite. Donc, je pars de Sn et je vais la centrer et la réduire. Pour la centrer et la réduire, eh bien, je prends moins l'espérance, donc moins nm, divisé par l'écart type, c'est-à-dire divisé par sigma racine de n. Et cette variable aléatoire centrée réduite, je sais qu'elle va converger vers la loi de Laplace-Gauss n01. Hein, c'est ce que nous dit le théorème central limite. Hein, quand je dis je sais, c'est le théorème central limite nous dit que cette variable aléatoire, là, elle converge vers la loi n01. Donc, converger en loi, hein, vers la loi de Laplace-Gauss, ça veut dire, rappelez-vous, que pour tout x appartenant à R, hein, vu que pi est continu partout, j'ai la limite de probabilité de y n plus petit que x, hein, la fonction de répartition, eh bien, est égale à la fonction de répartition de la loi normale n01. Alors, remarque, si on note x bar, qui est donc la moyenne, hein, la somme des xi divisé par n, eh bien, le théorème central limite, le TCL, nous dit également que, alors lorsque je prends x bar moins m fois racine de n sur sigma, eh bien ça converge en loi vers la loi normale 0,1. Hein, c'est une autre façon de voir, d'écrire ce qu'on vient de dire juste avant. Alors, grâce à ce résultat, eh bien, on peut déduire certaines approximations qu'on va admettre dans ce cours. Hein, et c'est là où je voulais absolument arriver sur ces approximations. Alors, par contre, donc l'idée des approximations, c'est que au lieu de s'embêter souvent avec des calculs un peu compliqués, avec des lois, par exemple binomiales, etc., eh bien, au lieu d'avoir des calculs compliqués, on va remplacer par une loi normale, et puis du coup on aura des calculs plus simples, notamment par exemple pour les calculs de probabilité. Simplement, le théorème central limite, c'est un résultat asymptotique. Donc, il nous donne un résultat lorsque n tend vers plus l'infini.
Donc, les approximations qu'on va faire, déjà, elles seront en général pas lorsque n tend vers plus l'infini, et puis forcément, je ne vais pas avoir pile l'égalité. Hein, il y a ce epsilon qui se balade et en fonction du epsilon, on n'a pas les mêmes n, etc. Donc ça veut dire que quand on va faire nos approximations de loi, on va faire des erreurs. Ce ne sera pas pile la même probabilité que celle qu'on voulait calculer. Donc ça veut dire que les approximations, eh bien, on va les accepter que sous certaines conditions. Certaines conditions qui vont varier et donc il faut connaître. Bon, je vais vous donner plein d'approximations de loi. On ne verra pas forcément tout directement le lien avec le théorème central limite. C'est pas grave, là on va les admettre. Alors, la première approximation de loi qu'on va faire, c'est la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et grand M. Donc, rappelez-vous, loi hypergéométrique, c'est j'ai une grande population de taille n, deux sous-populations, type 1 de taille m, type 2, et je prends un échantillon de taille n, et je cherche combien j'ai d'individus dans mon échantillon qui sont de type 1. Eh bien, cette loi hypergéométrique, on avait dit, attention, là, on fait des tirages, en fait, sans remise, donc il n'y a pas indépendance, c'est pas identique, etc. Bon, bah, l'idée, c'est de dire, ok, mais si la taille de type 1 est très grande par rapport à la taille de l'échantillon, bah, finalement, oui, on fait sans remise, mais c'est un peu comme si on faisait avec remise, parce que la différence faite au niveau des, par exemple, des probabilités, bah, elle va être tellement petite qu'on va pas la voir. Donc, une loi hypergéométrique, on va pouvoir l'approcher par une loi binomiale. Hein, donc là, quand je répète plein de fois, la même expérience identique et indépendante. D'accord? Donc, je commets une erreur, mais c'est la même idée que quand on se dit, ouais, bon, j'ai 10 000 objets, j'en prends 3, ouais, bah, 1 sur 10 000, 1 sur 9 999, c'est à peu près pareil. Bah, c'est la même idée ici. Donc, lorsque grand N est plus grand ou égal, on va dire à 10 fois petit n, on accepte de faire l'approximation de la loi hypergéométrique par la loi binomiale, et bien évidemment on prend les bons paramètres pour avoir la même espérance et la même variance. Deuxième approximation de loi, on peut approcher la loi binomiale par une loi normale. Là on est typiquement dans l'application du TCL. Alors, je vous ai tracé ici un exemple, d'accord? Donc on voit là en bleu, alors c'est carrément des petits rectangles, normalement c'est juste des barres, mais la loi binomiale, hein, la loi discrète, et puis je vous ai tracé la loi normale avec les bons paramètres avec. Vous voyez que si on prend bien le milieu des petits rectangles bleus, hein, eh bien j'ai bien la même chose, ou en tout cas sur le dessin on voit même pas la différence entre les deux. D'accord? Donc j'ai bien l'approximation qui est justifiée par le TCL. Et donc une loi binomiale de paramètres n et p, elle va être approchée par une loi normale, l'espérance n fois p et la variance np1 p. Attention, on ne va admettre cette approximation de loi que si n est plus grand que 30, np est plus grand que 15 et np1 p strictement plus grand que 5. D'accord? Donc il faudra vérifier les trois à chaque fois. On a aussi une approximation de la loi binomiale par une loi de Poisson. Alors, loi de Poisson du coup de paramètres NP. Vous voyez ici, je vous ai tracé les deux. On voit qu'on a des choses assez similaires, hein, en tout cas dans l'exemple que j'ai pris ici. Là, l'avantage, c'est que j'approche une loi discrète par une loi discrète. Bon, à nouveau, il y a des conditions. Donc n plus grand que 30, attention, p plus petit ou égal à 0,1 et np strictement plus petit que 15. D'ailleurs, si vous regardez bien les conditions dans les deux cas, vous voyez qu'on a incompatibilité totale, hein, notamment sur le np. Ici j'ai plus grand que 15, là j'ai plus petit que 15. Donc c'est soit j'approche par une loi normale, soit par une loi de Poisson, hein, je ne peux pas avoir les deux. D'ailleurs, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit dans le chapitre 5, je vous avais dit, pour le moment, la loi de Poisson, je vous donne juste
comment est-ce qu'on calcule les probabilités. Et puis, dans les exercices, pour le moment, je vous dirais, on prend une loi de Poisson. Et puis, je vous avais dit, plus tard, ce sera à vous de savoir. Et ça y est, on y est. En fait, la loi de Poisson, elle est définie comme étant l'approximation de la loi binomiale sous certaines conditions. Donc, désormais, si on doit l'utiliser, on sera dans des exercices où vous aurez trouvé une loi binomiale et où vous vérifierez que les conditions sont bien vraies et donc vous aurez l'approximation de la loi. Approximation suivante, la loi de Poisson aussi, on peut l'approcher par une loi normale. Mais attention, j'ai pas forcément le cercle, hein. C'est pas je passe de binomial, de la binomiale je passe à la Poisson et de la Poisson je passe à la normale, hein. Faites attention, c'est pas un cercle complet. À nouveau, hein, vous voyez que quand on trace, on n'est pas très loin. Un peu plus ici que ce qu'on avait dans le cas de la loi binomiale approchée par la loi normale, mais ça reste quand même une bonne approximation. Condition, on vous vérifiera que m est plus grand ou égal à 15. Alors, il reste quand même un petit point à voir, puisque si on prend l'approximation de la loi de Poisson par la loi normale, ou quand on a fait l'approximation de la loi binomiale par la loi normale, dans chacun de ces deux cas, j'avais au début une loi, ou plutôt une variable aléatoire discrète, et à la fin, je suis en continu. Donc, on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour approcher une loi discrète par une loi continue, hein. Dans un cas, j'ai que quelques valeurs, dans un autre cas, j'en ai une infinité. Et plus que ça, dans un cas, quand c'est discret, p de x égale 1 par exemple, ça vaut quelque chose. Dans le cas continu, p de x égale 1, ça vaut toujours 0. Vous voyez qu'ici, il y a un petit problème. En tout cas, il va falloir faire des calculs différents. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une correction de continuité. Alors, l'idée, quelle est-elle? Donc, on va prendre x, une variable aléatoire discrète, pour laquelle l'espérance c'est m et l'écart type c'est sigma. Et puis on va l'approcher par une variable aléatoire y qui suit une variable aléatoire, qui est une variable aléatoire de loi normale de paramètres m et sigma carré. Peu importe dans le détail ce que c'est. Alors, l'idée c'est la suivante. Donc je vais avoir... Oula, c'est pas très droit tout ça. Essayons de faire quelque chose d'un peu plus droit. Oh. Alors, hop, voilà. Je vais avoir un certain nombre de valeurs. Je sais pas, hop, comme ça. Donc ça, on va dire que c'est ma loi discrète. J'aurais peut-être dû faire ma loi continue avant. Bon, c'est pas grave. Donc, hop. Et ma loi continue, ma loi normale, hop, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Bon, c'est pas pile, mais c'est pas grave. Alors, forcément, si je prends par exemple ici k, quand je veux p de x égale k, que je prends ma discrète, ma bleue, je vais regarder la hauteur. Si je prends ma loi normale, ma loi rouge, forcément, si je prends juste cette valeur-là, je vais avoir 0. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va prendre, à la place de prendre juste un élément, je vais prendre un petit intervalle autour, et puis je vais regarder l'aire de ce morceau-là. L'idée, c'est ça. Comme ça, j'aurai une vraie aire. Et puis d'ailleurs, vous remarquerez que quand je fais la somme de toutes les barres bleues, je vais avoir 1. Pour avoir 1, il faut que je prenne, pour la rouge, l'aire sous toute la courbe. Donc forcément, il va falloir que je prenne, que je découpe en fait tout mon R en intervalles qui vont correspondre à chaque fois à l'aire d'une des barres bleues. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais prendre mes barres vertes? Alors, je sais pas, admettons, prenons un cas tout simple, au lieu d'avoir k, j'ai 0. Je pourrais prendre, je sais pas moi, de moins 0,2 à 0,2. Pourquoi pas? Simplement, si je fais ça, si à chaque fois je prends moins 0,2 plus 0,2, pour le 1, je vais être de 0,8
à 1,2. Et donc, ça veut dire que quand je ferai ma somme de toutes mes probabilités, forcément, j'aurai pas tout. Hein, je pourrais pas tout avoir, puisque entre 0,2 et 0,8, par exemple, ça correspondra à aucune probabilité. Donc déjà, il faut que mes petits intervalles verts, ils soient de longueur 1. Comme ça, quand je ferai la somme de tous, j'aurai bien tout R. Et puis, après, pourquoi est-ce que je mettrais un peu plus à gauche qu'un peu plus et puis un peu moins à droite, ou un peu moins à gauche et un peu plus à droite? Il n'y a aucune raison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les centrer. D'accord? Donc, l'idée, c'est que quand je veux prendre, par exemple, voilà, on va se mettre là, si j'ai K ici, eh bien, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder K moins 1,5 et K plus 1,5. Puis je vais prendre l'air comme ça. Je vais approcher la probabilité de x égale K par l'air comprise entre K moins 1,5 et K plus 1,5. Et comme ça, quand je ferai toute la somme, j'aurai bien tout 1, puis j'ai pas de raison d'avoir plus de proba à gauche ou à droite, donc c'est tout bon. Alors, si j'applique ça, eh bien P de x plus petit que K, ça va devenir P de y plus petit ou égal à K-1. Si j'ai K ici, je veux strictement plus petit que K, donc strictement plus petit que K, vous voyez bien, il faut s'arrêter avant, d'accord? Et donc, je vais jusqu'à K moins 1,5. Si je veux plus petit ou égal, cette fois, je le veux, mon K. Donc si K, il est ici, alors je mets au milieu mais de la courbe, mais il est ailleurs, c'est pareil. Entre le K moins 1,5 et le K plus 1,5, vu que je veux la probabilité de K, j'ai dit la probabilité de K, c'est ça, pour l'avoir, il faut que je prenne tout plus petit que K plus 1,5. Si je veux x égale K, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je prends entre K moins 1,5 et K plus 1,5. Et puis, alors après, il faut adapter, par exemple, si je veux entre K1 et K2, je veux le K1 et je veux le K2, admettons le K1 ici, le K2 est là, donc j'ai K1 moins 1,5, K1 plus 1,5, K2 moins 1,5, K2 plus 1,5, je veux le K2, donc il me faut tout ça, je veux le K1, il me faut tout ça, je veux compris entre les deux, donc je vais de K1 moins 1,5 à K2 plus 1,5. Si j'avais dit strict en K1, à ce moment-là, j'aurais été de K1 plus 1,5 jusqu'à K2 plus 1,5, etc. etc. Sachez faire le petit dessin, et puis vous retrouverez très facilement si c'est moins 1,5 ou plus 1,5. Okay, d'accord? Vous gardez bien en tête, la probabilité de K1, c'est de K1 moins 1,5 à K1 plus 1,5. Je assure bien toute l'air. Bon, allez, finissons par un petit exemple. Alors, dans une population bovine, on admet que la robe d'un animal se caractérise par la présence d'un gène dominant S, robe unie, et d'un gène récessif S, petit s, robe tachetée bleue. Selon la théorie de Mendel, un croisement d'animaux hétérozygotes, donc ça veut dire qu'ils ont différents génotypes, différents gènes, donc SS croît SS, donc grand S, petit s croît grand S, petit s, ça donne 3/4 de robe unie et 1/4 de robe tachetée bleue. Alors sur un échantillon de 160 bovins issus de croisement, celui qui nous intéresse, on note grand X le nombre d'animaux qui ont une robe tachetée de bleu. Alors ici, grand X suit une loi binomiale, deux paramètres 160, 1/4, puisque si je prends un individu, j'ai mon épreuve de Bernoulli, un individu, il est soit tacheté de bleu, ça va être mon succès, de probabilité 1/4, soit robe unie, et je répète ça de façon identique et indépendante sur mes 160 bovins. Donc loi binomiale de paramètres 160, 1/4. Maintenant, je regarde, n vaut 160, qui est plus grand que 30, NP c'est 40, qui est plus grand que 15, et NP
1 moins P, ça vaut 30, c'est plus grand que 5. Donc je peux approcher ma loi de X par une loi normale de paramètres 40 et 30. Donc la probabilité que parmi les 160 bovins, le nombre de tachetés de bleu soit compris entre 35 et 50, c'est quoi? Je veux donc la probabilité que X soit compris entre 35 et 50. Ça, je vais l'approcher par la probabilité, eh bien, alors je vais prendre ma loi normale Y, donc Y qui suit la loi normale 40-30. Simplement, je suis en train d'approcher une loi discrète par une loi continue, donc je ne vais pas prendre 35 et 50, mais je vais prendre 35 moins 1,5 et 50 plus 1,5 pour faire ma correction de continuité. Donc je vais regarder la probabilité que Y soit compris entre 34,5 et 50,5. Et là, j'utilise ma calculatrice avec ma loi normale, je connais mes paramètres, et je trouve à peu près 0,815. Donc faire une approximation de loi, c'est ça. D'abord, je trouve ma loi normale, donc ici c'est la loi binomiale. Je regarde les conditions, quelles conditions sont vérifiées. À ce moment-là, j'applique l'approximation de loi qui est possible de faire, en fonction des conditions, et puis j'utilise ma nouvelle loi pour faire les calculs. Et si j'ai besoin de faire une correction de continuité, bien évidemment, je la fais. Voilà qui conclut ce chapitre 9.